messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce débat qui braque les projecteurs sur un secteur en plein essor au Bénin, celui de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, les ambitions du président Patrice Talon étaient claires, faire du Bénin une puissance agricole. Dès lors, de profondes réformes sont opérées pour non seulement restructurer le cadre institutionnel, mais aussi réorganiser les filières en y investissant massivement de façon à créer de véritables pôles de développement agricole et industriel. Conséquence, des records dans la production de l'or blanc, des progrès substantiels dans la récolte du soja, de l'anacade ou encore du riz. De tout cela et des actions menées depuis 6 ans, eh bien, on parle avec le ministre en charge de l'Agriculture, M. Gaston Dossoui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous éclairer sur ce que vous faites dans le domaine depuis le premier mandat du président Patrice Talon, également cette première année du deuxième mandat en cours. Merci, monsieur le ministre. On le fera ensemble. Et donc, pour co-présenter ce débat, je suis avec mon cher collègue de E-Télé, François-Xavier Noumon. Bonsoir. Bonsoir, Agistat. Bonsoir, monsieur le ministre. C'est un plaisir de vous avoir. Tant on vous connaît, on vous suit en action sur le terrain. J'ai presque envie de vous demander à l'entame de ces échanges à propos des secteurs dont vous avez la charge depuis bientôt plus de 5 ans. D'où venons-nous et où en sommes-nous? Quels sont les acquis de ces 5 dernières années en termes d'agriculture? Merci pour cette opportunité. À sa venue au pouvoir, le président Patrice Talon a demandé que les choses ne se fassent plus comme par le passé. La réflexion doit précéder l'action. Nous devons donc planifier, programmer, évaluer, au fur et à mesure, corriger les tirs. Dans le secteur agricole, il a été nécessaire de mettre en place un programme cohérent en ciblant les filières prioritaires sur lesquelles les actions de l'État devraient porter pour accompagner les acteurs à la production. 1. Pour accroître nos capacités à couvrir les besoins alimentaires domestiques, dégager des surplus consistants pour servir le marché régional. 2. Diversifier nos échanges avec les autres pays, faire en sorte que le paysan gagne. Les acteurs des chaînes de valeur des diverses filières gagnent. En ce moment, la prospérité sera donc partagée. Ce faisant, les actions ont fait l'objet d'un programme d'action de gouvernement volet agriculture qui a permis, toute modestie gardée, de moderniser un peu notre agriculture, de faire accroître les rendements et aussi de créer davantage de la richesse au niveau de tout ce qui s'adonne à la question. Les productions des cultures ces dernières années se sont accrues. Nous avons largement couvert nos besoins domestiques alimentaires. Notre pays s'est présenté comme un grenier important dans l'espace UEMOA. Depuis 4 ans, nous sommes premiers producteurs de l'or blanc, comme vous le dites. Et nous avons aussi observé une tendance à la hausse, aussi bien au niveau des productions halieutiques que des productions animales. Mais ce qui est important à remarquer, c'est que tout ceci a été fait sur fond de réformes. Des réformes structurelles, comme vous l'avez remarqué, qui ont permis de rendre les régions beaucoup plus aptes à donner leur potentiel. En fait, quels effets cela a produit? Le déficit commercial agricole en 2015 était de moins 311 milliards de francs. Au jour d'aujourd'hui, il est de moins 86 milliards de francs. Ça veut dire que nous avons réduit le déficit de 75%. Très concrètement, monsieur le ministre, ça voudra dire quoi? On importait beaucoup de riz, on importait de la tomate, on importait de l'huile, on importait du poisson, on importait de la viande et tout. On importait beaucoup plus qu'on en produisait pour couvrir nos besoins. Il y a des cultures sur lesquelles on ne pouvait pas, on n'importait pas, bien entendu. Le manioc, le maïs, c'est pas ça qu'on importait. Mais pour beaucoup d'autres spéculations, on importait. Aujourd'hui, les niveaux de production que nous avons aujourd'hui permettent de combler une bonne partie de ces besoins et nous ne sommes plus obligés de faire ces importations. Ce secteur est donc le premier pourvoyeur d'emplois et puis ça a permis une émergence d'un tissu d'agro-industriels, de transformateurs qui, en plus du climat des affaires, commencent vraiment par disposer de matières premières et aussi de l'énergie pour pouvoir faire tourner la machine. Également à ce niveau pour accompagner, pour soutenir le secteur agricole.
Les leçons tirées, par exemple, de ce PAG1, c'est d'abord un nouvel élan pour mettre en œuvre les divers projets et programmes. C'est que de nouveaux enjeux sont apparus. En vérité, l'attractivité de notre économie, l'attractivité de notre marché a amené maintenant à nous intéresser à un marché régional beaucoup plus grand que le marché national. Nous avons aussi eu une responsabilisation intelligente des acteurs à la production à travers les filières, les interprofessions agricoles, qui permettent maintenant de trouver l'interface de discussion entre l'État et les acteurs à la production. C'est vrai, tout n'est pas rose. Notre agriculture a encore des points faibles pour pouvoir combler ces gaps-là. Et de plus, les marges de gains pour les paysans, nous n'avons pas tout exploité. Comme défi que nous avons à relever ici aujourd'hui, c'est que nous devons maintenant essayer de développer une agriculture d'envergure. Une agriculture qui permet de quitter l'agriculture minière, les petites surfaces, pour aller vers des productions beaucoup plus grandes. En effet, le dernier recensement de l'agriculture a montré ceci que si, depuis la décennie dernière, on trouvait que la taille moyenne de l'exploitation est de 1,7 hectares par habitant, par producteur, par exploitant, je vais dire, aujourd'hui nous sommes déjà à 3,3 hectares par exploitation. Ça veut dire que de plus en plus nous avons des grandes fermes qui commencent par s'installer et avec des superficies plus grandes, la modernisation deviendra plus facile. L'autre défi majeur, c'est que nous devons faire face à une demande régionale de plus en plus croissante. Tenez, le voisin de l'Est a un déficit de 4,5 millions de tonnes de céréales. Il faut couvrir. Ceux du Nord, où nous avons de l'insécurité, n'arrivent pas à produire partout. Et ils doivent constituer des stocks de sécurité dans leur pays. Nous devons saisir ces opportunités-là. Comment on fait? Il faut faire en sorte que notre agriculture soit beaucoup plus compétitive, les rendements plus améliorés, et puisque le climat d'affaires est facile et les transactions entre nos deux pays se fassent assez librement, les gens vont pouvoir combler ce qu'ils veulent. L'autre défi, il ne faut pas que je l'oublie, c'est au moins travailler pour sédentariser nos élevages afin que nous puissions maintenant limiter sensiblement les conflits entre agriculteurs et éleveurs et que ceux qui sont dans cette activité d'élevage puissent gagner. Nous avons eu un accroissement de production au départ sur toutes les spéculations du coton jusqu'au maïs, arachide et autres, parce que les gens ont eu confiance à l'homme qui est arrivé au pouvoir, le chef de l'État. Les producteurs ont confiance. Si c'est lui, on va faire. Puisque si on fait, on va vendre. Et il connaît les marchés. Ils ont augmenté rapidement en emblavure. Aujourd'hui... Quelle est la garantie qu'il leur a donnée? Mais la garantie, c'est un crédit de confiance. Il connaît les acteurs individuels même, les exploitations et puis les organisations, les différentes fêtières, la manière dont nous gérons l'interprofession, il sait très bien. Donc, les points faibles de notre passé, il le sait. Les éléments de correction, on a proposé. Et aujourd'hui, c'est le premier inspecteur derrière nous pour savoir si ce que nous faisons, c'est bon ou pas. Et avec la mise en œuvre du PAG1, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les producteurs gagnent bien? La conjoncture permet de savoir si c'est bon ou pas. Dans tous les cas, rien que l'année dernière, lorsque le maïs est passé à un prix assez élevé, les paysans n'ont eu aucune peine, ils ont gagné. C'est vrai que sur le pouvoir d'achat de nous autres consommateurs, nous pouvons avoir quelques difficultés. Mais c'est une question de redistribution. Tous ceux qui sont dans les céréales, les racines et tubercules ont gagné de l'argent. Et si vous voulez savoir si le paysan a gagné ou pas, rentrez dans nos villages. Vous voyez, après chaque campagne, que les toits ont été renouvelés. Les gens ont acheté de nouvelles motos. Ils scolarisent davantage leurs enfants et ça ne trompe pas. Étant donné que les performances, je reviens toujours sur les performances, sont en hausse, il y a forcément des filières plus rémunératrices que d'autres. Le coton en tête, est-ce que ce n'est pas de nature à pénaliser d'autres spéculations en faveur de celles qui payent le mieux? Vous voyez, les juges ont utilisé la balance comme leur symbole. Le paysan est le premier équilibriste. Et il sait très bien que les années ne se valent pas. Une saison, telle chose a marché, l'autre saison, c'est une autre chose qui marche. Et là, il fait tout de suite une politique de compensation
en diversifiant ses productions. La culture du coton est une culture locomotive parce qu'elle arrive à traîner les autres à partir des facilités d'accès au crédit et autres. Et je vous dis aujourd'hui, la zone cotonnière est la zone maïsicole par excellence. C'est la zone de production céréalière par excellence. Et les autres régions ont développé leur spéculation. Avoir réfléchi sur la problématique de régionalisation de l'agriculture, c'est là où nous avons tout gagné. Chacun a révélé, exactement, oui, les 7 pôles de développement agricole, chacun a révélé son potentiel. Et il y a une compensation d'une région à l'autre. L'igname se vend partout et l'igname ne se produit pas partout. L'igname se consomme partout, ne se produit pas partout. Le maïs, c'est sur tout le territoire. Eh bien, le coton aussi a fait grandir la filière. Voilà, François-Xavier Lomont, le PAG 1, donc a si bien marché. On va parler un peu, monsieur le ministre, des grandes orientations prévues dans le PAG 2. D'abord, nous avons 2 grandes orientations. Il faut consolider les performances. Celles dont nous avons parlé relativement. Performances relatives parce qu'il y a des progrès encore à réaliser sur les céréales, sur les cultures à haute valeur ajoutée, sur les cultures conventionnelles, sur les cultures d'exploitation, sur les cultures pérennes, nous avons des gaps à combler. De la même manière, nous devons renforcer la couverture de nos besoins alimentaires, les besoins des populations, saisir les opportunités sur les marchés, telles que ça se passe aujourd'hui, et enrichir les acteurs directs de toutes les chaînes de production. Mais le deuxième grand pas à faire, c'est promouvoir une plus grande transformation domestique de nos productions. À cet effet, nous avons quand même des axes principaux sur lesquels nous devons marcher. Le premier de ces axes-là, c'est comment faire en sorte pour réduire le frein que les gens ont à s'engager dans l'agriculture. Préparer un champ, défricher, faire les trouaisons, planter des arbres et faire des cultures intercalaires pour pouvoir gagner. Ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, l'État décide de mettre des ressources là, d'aller vers une agriculture d'envergure à travers la plantation de 500 000 hectares de l'anacardier. Pas avec la grande densité que nous connaissons jusque-là, mais espacé de manière à ce que 10 ans, 15 ans, entre les anacardiers, on puisse encore produire. Et que les zones d'anacardiers donnent aussi à manger aux populations. Aménager des terres. Aujourd'hui, nous avons fait des études, 12 000 hectares à aménager. Et d'ici là, nous allons lancer les études pour 8 autres 000 hectares pour aussi avoir une maîtrise parfaite de l'eau et produire davantage. La deuxième chose, c'est la mécanisation de notre agriculture et l'irrigation, qui sont des axes principaux. L'autre axe, c'est la sédentarisation de nos élevages. Voilà. Faire en sorte que les gens puissent donner à manger aux animaux dans un espace réduit. Oui. Les animaux ne doivent pas bouger sur de longues distances avant d'avoir l'eau et la nourriture à consommer. Voilà. Avant d'aller plus loin, avant de progresser, nous allons regarder cet élément témoin qui nous permet de revenir sur quelques projets de ce PAG2 justement, avant de revenir en plateau. Des réformes pour la sortie de sa léthargie. 5 années de pragmatisme et le secteur agricole béninois brille de nouveau. Les récoltes des cultures de rente destinées à l'exportation comme les vivriers sont en constante amélioration. Depuis la campagne 2018-2019, le Bénin trône sur le toit de l'Afrique, premier producteur de l'or blanc. Même tendance haussière en ce qui concerne les cultures vivrières. Le Bénin, deuxième producteur dans l'espace UEMOA, une bactérie d'action, l'instauration d'un nouveau cadre institutionnel avec la création de 7 pôles de développement agricole. Pour consolider ses performances, assurer l'autosuffisance alimentaire, il est initié un programme national de développement des plantations et de grandes cultures. On accélère la mécanisation agricole tout en facilitant l'accès des producteurs au financement. Ce sur quoi nous mettons le focus, c'est le cajou, c'est le cocotier dans les grandes plantations. L'État béninois apporte aussi une solution durable aux effets néfastes de la transhumance. Il rationalise la gestion de l'espace pastoral, améliore la productivité
et la production bovine et ovine. Notre campement au Kouta Kokongo, nous on a commencé ça fait déjà 20 ans qu'on a commencé le fourrage. C'est moi-même, un projet, ils ont donné le fourrage, j'ai dit je ne prends pas. Ils ont dit non, il faut prendre, j'ai dit je ne prends pas. Il m'a demandé pardon. Je suis prends un peu. Quand je suis venu, je suis partagé mon gens là. Maintenant, on a fait. Quand la seconde est revenue, on a amené le bœuf, ils ont bien mangé. Maintenant, on a commencé ça à évoluer un peu, jusqu'à présent. Là où tu as vu les panicums là, c'est ceux nous ici, on a quitté pour aller à quelque part. Sans ici là, c'est ici on a commencé. Pour le Bénin là, quand tu as vu panicum là, c'est ici on commence. Mais tous les pays maintenant, ils ont commencé, ça fait un peu, jusqu'à présent. Et c'est ça la question de sédentarisation dont on parle. De sécurisation foncière. Regarde tout le temps que vous avez passé ici, installation, campement et tout. Et un jour, quelqu'un va dire, c'est pas la terre de ton père, il faut quitter ici. C'est pas bien. C'est comme ça. Bon, or, maintenant, avec ce qu'on fait, on a fait la polygonation de cette région, on va prendre toutes les coordonnées, on va mettre ça dans le patrimoine de l'État. Et l'État va te laisser ça. Je serai content. C'est tout. Toujours visant plus grand, le gouvernement a mis en place le PACOFID, le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et la diversification des exportations. Il ambitionne porter la production nationale à 300 000 tonnes de noix d'anacardier. Sur les 3 prochaines années, il est prévu l'installation à travers le PACOFID de 3500 hectares de nouvelles plantations qui doit nous amener à mettre en place au moins 3 500 plans performants, dont les plans greffés. Concernant les réhabilitations, la mise aux normes des anciennes plantations, PACOFID compte contribuer à mettre aux normes au moins 100 000 hectares d'anciennes plantations. Le secteur agricole retrouve sa vivacité. Il entend améliorer sa contribution au PIB, assurer l'autosuffisance alimentaire, accroître la transformation sur place et créer de nouveaux entrepreneurs agricoles. Voilà les grandes orientations donc du PAG2, Monsieur le ministre. Vous avez suivi cet élément avec notamment ce paysan heureux de ce qui s'est fait en la matière. Je l'ai connu il y a 20 ans. Dans Basila, j'ai cherché à le retrouver dans son campement. J'ai été séduit moi-même. Il faut faire le bonheur de tout cela. On fait focus souvent sur l'agriculture. Vous n'êtes pas que ministre de l'Agriculture, vous êtes ministre de l'Agriculture, de l'élevage et des pêches. On a parfois tendance à l'oublier. L'agriculture prend le dessus. Donc oui. Cette fois-ci, nous allons faire quelques places pour ces deux parties importantes de votre charge. Nous allons peut-être commencer par la filière halieutique. Nous allons parler poisson. Donc, si vous le permettez. Quand on parle de l'agriculture, au sens large du terme, ça tient lieu de production végétale, production animale, production halieutique, économie forestière. Donc, agriculture n'est pas culture sur sol, non. Merci beaucoup de commencer par les productions halieutiques. C'est un domaine dans lequel, au PAG1, on a fait des progrès sensibles. En fait, le Bénin produisait à peu près 40 700 tonnes de poissons. Au terme du PAG1, la dernière évaluation montrait que la production béninoise est allée à 82 000 tonnes en 2020. Mais les actions qui ont été menées pendant ce quinquennat et qui continuent aujourd'hui pour le PAG2 que nous avons renforcé, c'est l'assainissement de nos plans d'eau d'abord et la création des réserves biologiques qui permettent de repeupler un peu ces plans d'eau afin que les captures soient plus alléchantes pour tous ceux qui s'adonnent à cette activité. C'est la mise en place d'une brigade de surveillance de ces plans d'eau. 55 hommes, gens masculins et féminins, investis dans une brigade qui aujourd'hui, formés au camp, ont reçu les prérequis nécessaires pour pouvoir surveiller ces plans d'eau-là. C'est aussi la délivrance des licences d'importation pour les
poissons mer, les géniteurs qui vont aider à produire des alevins. Produire des alevins de bonne qualité, les alevins monosexés. C'est aussi le recrutement de conseillers pour essayer de divulguer les techniques les plus modernes. Mais nous sommes intéressés aux acteurs de la pêche avec des équipements, de filets de seine, des pirogues qu'on a mis à leur disposition, des moteurs hors bord, et puis des balances, tout ce qui pouvait aider à appuyer, accompagner ce développement-là. Nous avons aussi mis en place des aliments subventionnés, plus de 200 tonnes d'aliments subventionnés. Nous avons acquis des équipements pour mesurer les paramètres de l'eau dans les bassins contrôlés, un peu comme le lac Toho, la lagune de Porte-Nouveau et autres, pour voir le degré le pH de l'eau et autres paramètres pour voir si la vie là-dedans peut être bonne ou pas. Et si ça recommande un certain nombre d'actions à mener, il faut pouvoir le faire. Dans tous les cas, nous avons renforcé la capacité, par exemple, de 25 gestionnaires d'écloserie, de sorte que les poissons, les alevins se produisent assez aisément et sont bien gérés ou même dans le produit. Je voudrais simplement appeler l'attention sur le fait que les ressources halieutiques dans le monde plongent. Les conditions dans lesquelles les autres produits de poissons pour nous vendre, nous ne les connaissons pas. Et il vaut mieux, à côté de la cueillette, donc la pêche artisanale, maritime ou continentale, nous fassons l'élevage du poisson, la pisciculture, pour être sûr de ce que nous donnons à nos poissons et la qualité de poissons que nous allons récolter pour la santé de nos populations. Qu'en est-il exactement de la pêche maritime chez nous? C'est l'invasion de nos côtes par les pêcheurs occidentaux, les Chinois. On sait que c'est devenu une problématique un peu dans la sous-région. Est-ce que ça nous concerne également? Est-ce que nos côtes sont pillées, comme on le dit? Les pêches INN, les pêches illicites, non déclarées, non recommandées, sont aussi pratiquées le long de nos côtes. Et au jour d'aujourd'hui, je peux le dire avec fierté que nous avons maintenant une fenêtre pour observer en fait tout ce qui se passe sur la mer. Nous avons une fenêtre VMS qui me permet de savoir quels sont les bateaux qui sont là-dessus. Nous rentrons maintenant dans un consortium avec d'autres pays pour faire l'observation au niveau des pêches et avec les équipements que notre marine marchande est en train d'acquérir aujourd'hui, lorsqu'on va signaler des bateaux qui sont en train de faire des pêches illicites, des transbordements non recommandés et autres, on peut aller les arraisonner. N'importe quel bateau ne peut donc plus faire éruption dans les eaux béninoises. Non, vous passerez, mais on va vous identifier. On va vous détecter. Et puis, si l'activité que vous menez est une activité non recommandée, vous serez traqué. Ça, au moins, c'est certain. Alors, au-delà, Xavier, au moment des filières halieutiques, il faut dire que les filières animales également bénéficient d'un regard, n'est-ce pas, du gouvernement. Et à ce niveau, il y a pas mal de performances également enregistrées, Monsieur le ministre. Oui. À ce niveau, nous nous sommes attaqués à 3 produits essentiels. La viande, le lait et les œufs de table. Et les progrès réalisés en matière de viande, nous avons fait un pas de 16%. En matière de lait, nous avons fait un pas lent de 15%. Mais en matière d'œufs de table, nous avons fait un pas d'à peu près 40%. Dans tous les cas, nous assurons 65% de notre couverture en œufs de table, mais 40-47% en viande. Aujourd'hui, nous pouvons faire mieux. Mais qu'avons-nous fait avant? Nous avons essayé de rendre la vaccination un peu plus populaire. Et nous avons vacciné plus de 2 millions de volailles au niveau des pôles 6 et 7. Nous avons mis en place des poussins d'un jour, plus de 500 000 poussins que l'État a achetés et placés au niveau de ceux qui produisent les œufs pour que ça puisse développer. Nous avons aménagé plus de 250 hectares de pâturage, et particulièrement dans Malanville, où nous avons anticipé même sur la case de sédentarisation pour montrer qu'on peut produire de l'herbe et vendre. Surtout que c'est important. Bon, nous avons financé un certain nombre de projets, programmes sur la production de volailles, sur la production d'œufs de table et consorts. Nous avons lancé aujourd'hui le programme de sédentarisation de nos élevages, un programme de sédentarisation qui porte d'abord un premier projet d'environ 18 milliards financé par la BOAD et le Bénin, mais nous avons un autre projet de cohésion sociale de la Banque mondiale qui
adresse les régions frontalières et qui permet de faire à peu près les mêmes choses, sécurisation foncière, mise en place des forages pour réduire les distances longues à parcourir par les animaux avant de boire, développement des pâturages et autres, pour ne citer que cela. En fait, dans nos élevages, nous avons introduit des géniteurs. Au vin, par exemple, la ferme de Betekoukou dispose d'un noyau de près de 200 sujets qui se multiplient et à partir desquels maintenant on fait des noyaux aux éleveurs. Nous avons mis en place près de 300 noyaux de volailles, un coq, 6 poules, et puis là, c'est vraiment parti. L'élevage traditionnel a été bonifié. Nous avons assuré une meilleure couverture vaccinale quand même, que nous devons pouvoir améliorer au niveau de ce quinquennat 2. Si, par rapport à ces actions, nous avons senti un plus, c'est que à l'avenir, nous devons travailler sur les unités capables de produire l'aliment de bétail, l'aliment de volaille. Nous importons toujours les œufs ou les poussins d'un jour. Ce n'est pas prudent. Il faut avoir des géniteurs ici sur place pour produire les œufs à couver, les poussins d'un jour et servir les gens. Et ce dont nous avons besoin, c'est pratiquement 3, 4, 5 millions de poussins par mois. Ce dont nous avons besoin, c'est 5 à 10 millions, à 10 000 tonnes d'aliments de volaille. Et si cela était fait, et cela va se faire au quinquennat 2, nous allons réduire sensiblement les coûts de production. De sorte que la volaille importée, qui coûte à peu près 1500 aujourd'hui, ne soit pas moins chère que la volaille produite localement. Mais dans tous les cas, tous ceux qui consomment le poulet bicyclette savent la différence. D'accord, voilà. Très bien. Mais ce que la production ne satisfait pas encore toute la demande, monsieur le ministre. Pas encore toute la demande. Nous avons donc ce gap à combler et nous devons aller très vite pour mettre en place ces outils d'appui. Production de poussins d'un jour, que ce soit pondeuse ou poulet chair, production d'aliments de volaille et de bétail pour aider vraiment les animaux à gagner des poids. De grâce, quand vous regardez dans nos élevages bovins ou aux élevages ovins, si vous voulez faire de l'embouche ovine, vous prenez des sujets de petite taille, vous les mettez dans un bâtiment convenable, aéré, et vous leur donnez à manger sur place l'eau et l'herbe. Il n'y a rien à faire, ils vont grandir, ils vont grossir. Ils ne vont pas dépenser leur énergie pour circuler sur de longues distances. C'est tout ça que nous mettons dans le paquet. Il y a notamment une autre filière qui m'importe un peu, monsieur le ministre, l'apiculture. Est-ce que l'apiculture bénéficie d'un regard du gouvernement? Le miel béninois. Le Bénin a été le premier des pays de l'Afrique de l'Ouest dont le miel a été accepté sur le marché européen. Mieux, nous avons mis en place le laboratoire de contrôle de la qualité de ce miel qui nous permet de certifier cette qualité et le miel passe bien. Tout ce qu'il y a à demander, c'est que les quelques éleveurs que nous avons puissent exploiter cette niche-là et extraire le miel conformément au protocole. Mais lorsque vous pressez tout ce que vous avez comme ruche et autres là, et que le miel est lourd, pas très clair, ça requiert des formations. Il faut un accompagnement. L'apiculture va de pair avec les productions végétales, que ce soit les cultures pérennes ou les cultures annuelles. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que certains apiculteurs disent j'ai le miel de maïs, j'ai le miel de palmier. C'est spécifique à C'est spécifique parce qu'au cours de cette saison, les abeilles ont bituné sur ces plants et sont venus déposer le nectar. Et puis là, on collecte et vous avez les miels spécifiques. On va parler maintenant, Xavier Noumon, de filière végétale, d'agriculture, même si le ministre nous a fait un coup là-dessus tout à l'heure. Mais avant, une toute petite question qui va peut-être sûrement intéresser ceux qui nous suivent. Par rapport aux œufs, vous parlez de production tout à l'heure, mais quand on regarde un peu sur le marché, il y a toujours cette concurrence déloyale d'œufs venus un peu partout qui tend à casser la dynamique des producteurs. Est-ce que... Vous avez parfaitement raison, mais écoutez, c'est facile de dire que les jeunes ne rentreront plus au Bénin, mais si nous n'arrivons pas, pour n'importe quelle spéculation, à nous assurer de la couverture des besoins, nous allons créer des déficits. Et nous allons créer une malnutrition. Nous sommes à 65% de nos productions. Plaise à Dieu, si nous montons à 80-85%, on prend les mesures qu'il faut en l'espace d'une demi-journée et puis l'affaire est réglée. D'accord. Maintenant, il n'y a que
d'autres pays voisins parfois produisent beaucoup plus que nous et cherchent à inonder notre marché. Les opportunités de marché doivent être saisies de part et d'autre. Et nous devons maintenant travailler à ce que la production domestique puisse grimper rapidement. Très bien. Alors, je le disais, on parle maintenant de cette culture qui fait la fierté du Bénin. Monsieur le ministre, parlons du coton. Le coton, premier producteur d'or blanc en Afrique. Oui, c'est l'une des spéculations sur lesquelles la confiance des acteurs a été tout de suite exprimée. Les premières années, on a emblavé rapidement beaucoup de superficie, mais ce qui a été fait sensiblement et qui a aussi redonné la confiance, c'est qu'on a transféré les compétences aux organisations professionnelles agricoles. L'interprofession cotonnière a été réhabilitée. Les différentes fonctions sont jouées. Regardez la courbe. Nous sommes passés de 269 000 tonnes en 2015 à 451 000 tonnes l'année qui a suivi, puis 578 000 tonnes, puis blanc, nous sommes allés à 678 000 tonnes, premier producteur, 714 000 tonnes, premier producteur, 731 000 tonnes l'année passée, premier producteur. Et au cours de la campagne qui s'achève, nous allons caracoler au-dessus de 765 000 tonnes. N'en déplaise à ceux qui ont déjà fêté 760 000 tonnes. Nous allons chercher. C'est une promesse, monsieur le ministre. Ce n'est pas une promesse, c'est déjà une réalité. C'est déjà une réalité. Les égrenages de ce jour, avant que je rentre dans ce studio, ont montré que nous avons déjà réceptionné 763 000 tonnes et au-delà. Et il y a 1200 et quelques tonnes sur les essieux des camions. Donc nous avons les 765 000 tonnes. Mais qu'avons-nous fait pour ça? D'abord, il y a la gestion privée de la filière. Et l'État accompagne. La recherche-développement a élargi ses bases et s'est doté de compétences nouvelles. Mieux, l'État a fait confiance à l'interprofession pour lui confier la recherche cotonnière, de manière à bénéficier des flux de la filière coton directement dans le financement de la recherche. Puis, vous constatez avec nous qu'on le veuille ou non, nous avons de nouvelles pratiques agronomiques dans ces régions-là. La transition agricole en zone cotonnière a été un projet initial que nous avons mis en place. Et aujourd'hui, la production se passe de manière à gérer durablement les terres. Les rendements ont aussi progressé. Cette année, par exemple, nous n'avons pas atteint les emblavures de 500 000 hectares que nous voulons. Nous avons fait 650 000 hectares, mais nous avons déjà 765 000 tonnes de coton graine. Quelle est l'ampleur de l'augmentation de ce rendement par hectare? Nous sommes passés de 860 kilos en 2015 à 1 tonne à 1200 kilos aujourd'hui par hectare. Et j'ai dit, c'est parce que nous avons beaucoup de zones marginales de coton où les gens font encore 700 kilos, 650 kilos, 800 kilos, et ils tiennent à faire de coton parce qu'il y a de l'argent groupé qu'on récolte à la fois pour faire. Sinon, si on excluait ces zones et que ça donnait à autre chose, et que les zones propices de faisaient, nous sommes déjà autour de 1 tonne 300 au moins. Mais il y a des paysans qui ont 2 tonnes 5, 2 tonnes 7 à l'hectare avec les mêmes variétés. Il reste donc à renforcer l'encadrement technique, à faire diffuser les technologies innovantes. L'autre filière qui vient juste à côté, c'est la filière anacarde. Oui. À ce niveau, j'avoue que nous avons progressé en matière de production de 64% au moins. Et en termes de rendement, nous étions à 321 kilos en 2015. Mais aujourd'hui, nous sommes passés à 435 kilos et progressivement, nous montons en charge parce que 2 actions majeures ont été menées. Entretenir les vieux vergers en faisant des éclaircies. Et là, on passe du simple au double au bout de 2 ans de niveau de rendement. Nous avons renforcé le parc de production des plants greffés et aujourd'hui, on a homogénéisé un peu nos produits. Dans tous les cas, la qualité de le cajou bénin avec son kawa aujourd'hui est l'une des meilleures qualités en Afrique de l'Ouest. Et ça fait que les Asiatiques cherchent quand même à avoir
au moins un peu de cajou béninois dans les produits transformés. L'exportation se porte un peu beaucoup, parce qu'ils sont pratiquement les... C'est les seuls qui prennent. Bon, c'est vrai que... Il n'y a pas d'autres débouchés Oui, d'abord, c'est la transformation domestique. Nous avons une capacité installée qui n'est pas faible, mais la maîtrise de la matière première par nos industriels locaux n'est pas parfaite. Il y a quelques unités au niveau de la région de Parakou qui ont fait de bons contrats avec les producteurs et ont un plan d'approvisionnement de leurs usines convenable, même avec de cajou biologiques. Et ça, ils exploitent cette niche-là pour produire davantage. L'espoir est que, nous continuons de faire les traitements des vieux vergers. Cette année, nous avons traité 70 000 hectares. L'année qui vient, nous ferons 100 000 hectares. Parce qu'aujourd'hui, nous enlevons quelques plants. On fait des éclaircies pour que le soleil tape tout ce qui est couronne de la plante. À partir de ce moment-là, ça fleurit de partout. Mais les paysans, au départ, disent qu'ils ne peuvent pas laisser qu'on détruise leurs plants. C'est comme leur enfant qu'on est en train de tuer devant eux. Et ils se sont opposés pendant 2 ans. Mais les premiers qui ont fait, ceux qui avaient, ont vu le résultat. Et aujourd'hui, l'engouement est total. On a mis en place des brigades de prestations de services pour passer dans ces vergers-là. Et c'est pris en charge même par l'État pour que vraiment on passe du simple au double. Alors, parlons maintenant de filières conventionnelles, hein, le maïs, le riz. Oui, d'accord. Peut-être mais l'ananas aussi. Oui, l'ananas, le pain de sucre. Si on n'en parlait pas au cours de cette émission, on aura quand même pêché un tout petit peu. L'ananas très prisé, hein? Oui, l'ananas très prisé qui a reçu l'indication géographique ananas du plateau d'Alada. Et ça monte bien. Nous avons connu 2 chocs au niveau de l'ananas au cours de ce quinquennat. Premièrement, c'est la crise de l'étéfon, où le Bénin s'est auto-suspendu dans l'exportation de l'ananas, corriger les tirs et reprendre le marché. Et 2, Covid qui a freiné les transports et l'exportation de l'ananas. Mais nous avons commencé vraiment par reprendre. Mais la courbe de production est ascendante après la chute à partir de Covid et des téléphons dont j'ai parlé. La courbe est ascendante. Nous avons fait 2 actions majeures. La sélection massale. Nous avons travaillé sur les morphotypes en les sélectionnant dans les exploitations et en essayant maintenant de planter de manière homogène les mêmes morphotypes. Ça fait qu'à la récolte, lorsque le paysan tire 20% de produits bons contre 80% de produits non au nord, on a inversé la tendance. Il a 80% de produits bons à l'exportation, à la transformation et l'autre. Et regardez que l'ananas a été accepté partout. À la faveur de Covid, les gens consommaient beaucoup de jus. Beaucoup de jus de fruits, et surtout le jus d'ananas. Et beaucoup d'entreprises béninoises se sont développées pour faire le jus. Ce que nous devons davantage faire, c'est contrôler la qualité de ces jus-là et pouvoir les certifier, afin que nous consommions. C'est labellisé? Oui. Voilà. Très bien. On parle de culture maraîchère, mais le Bénin commence vraiment pas à progresser au niveau du piment. Au niveau de l'oignon aussi, on fait des progrès sensibles. La pomme de terre fait son entrée dans ceci. Et c'est les spéculations à haute valeur ajoutée qui permettent de mettre en chantier beaucoup d'acteurs. Les cultures conventionnelles, c'est la base de notre alimentation et nous devons tenir compte de ça. Mais je vais commencer par le riz. De toute façon, le riz est aujourd'hui un produit largement consommé. En 2015, nous étions à 204 310 tonnes. En 2020, nous sommes passés à 411 578 tonnes, soit plus de 2 fois la production en 5 ans. Mais entre 2020 et 2021 maintenant, nous sommes passés à 519 667 tonnes, pour dire qu'on a fait un progrès de plus de 26% en un an. Pourquoi? Les facteurs de production sont maîtrisés, des semences améliorées, un circuit de production de semences certifiées et réellement contrôlées et certifiées se trouve distribué dans les exploitations. Le riz ne marche pas souvent sans engrais. L'engrais est resté disponible pour le riz et ça a passé. Mais le facteur le plus important, c'est les aménagements hydro-agricoles que nous avons eu à faire au niveau de nos divers projets et programmes qui ont permis de booster sensiblement la production de riz. Si nous étions à des rendements voisins
2,5 tonnes en 2015. Aujourd'hui, nous sommes en moyenne à 3,5 tonnes, 4 tonnes par endroit. Mais pour tous les périmètres où nous avons la maîtrise totale de l'eau, c'est 6 tonnes au moins. Très bien. Mais on produit assez de riz au regard des chiffres que vous venez de donner, monsieur le ministre. Mais le souci reste que les Béninois ne consomment pas assez le riz produit au Bénin. Oui, parce que le riz produit au Bénin est plus cher que le riz importé. D'accord. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Et deuxièmement, le niveau de transformation est resté faible. Pendant plus de 2 ans, 3 ans, les rizeries de Glasgow et de Malanville ont fermé. Il n'y a que l'année passée, nous avons trouvé un repreneur qui a remis les usines en chantier et aujourd'hui, le paddy béninois est transformé. Nous avons fait un accompagnement au niveau des organisations de transformateurs de riz. Parce qu'avant le riz, quand on le produit aussi, on n'arrive pas à trier convenablement pour sortir tous les points noirs et tous les grains de sable. Mais à la faveur des ONG, à la faveur même des projets de l'État, nous avons mis en place beaucoup de trieuses optiques. Et il faut saluer l'initiative de la Première Dame qui, au niveau de certains groupements féminins, a mis en place beaucoup de trieuses optiques, de sorte que le riz est nickel. Mais comme franchement, c'est un riz de très bonne qualité. J'en suis une consommatrice, voilà. Je peux le dire. Hein. C'est un riz de très bonne qualité. Il reste à travailler, à faire la promotion de ce riz-là. Nous travaillons sur les intrants. En subventionnant peut-être pour baisser un peu le coût Nous du travaillons riz, sur les intrants. Les intrants reviendront moins chers et le coût d'exploitation sera plus faible. Et le reste, ça va suivre. Très bien. La subvention, ce n'est pas sur le produit fini, mais les éléments qui rentrent dans la production. Si on arrive à le faire, on aura un coût de production plus bas. Le maïs. Le maïs auquel tout le monde s'attendait. Oui, il n'y a pas de souci pour ça. Le maïs se produit assez bien. Le maïs se produit assez bien parce qu'en 2015, nous étions à 1 286 000 tonnes. En 2020, nous sommes passés à 1 611 615 tonnes. Ça veut dire qu'on a fait un progrès de près de 27%. Les besoins domestiques chez nous n'atteignent pas 1 million de tonnes. Donc, si en plus de 1 million, nous avons une marge, cette marge est destinée d'office au marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le corridor béninois est devenu très attractif. Les pays de l'Interland ont été convertis à la consommation du maïs, au détriment même du sorgho. Le rendement du maïs est plus élevé que le rendement du sorgho. Eux-mêmes ont commencé même pas à utiliser les variétés à cycle court pour produire. Mais voilà les briques de bord qui sont là. Les zones agricoles ne sont pas toutes accessibles. Il faut constituer des stocks de sécurité. Donc, il faut venir sur les pays, au niveau des pays côtiers. Et nous, on a assaini notre corridor. Un camion qui charge à Cotonou va jusqu'à Manabí sans être arrêté par la police ou la douane. De ce fait, les gens ont trouvé ce marché bon et ils nous ont fréquentés, ils ont ramassé. C'est ce qui fait que c'est plus cher. Hein. Lorsque la demande est plus élevée, le prix va grimper. Oui, mais est-ce que ça ne demande pas des efforts du gouvernement quand même pour garder un certain équilibre, pour que ça ne soit pas, ces belles performances ne deviennent pas ensuite pénalisantes pour la consommation? Quand nous avons senti que ça montait trop et que sur le marché de Malanville, le sac de 100 kilos était à 27 000, on a pris des mesures. Et on a mis en place des redevances pour passer par la frontière, il faut payer 50 francs par kilo. Les Sahéliens ont dit, même si c'est 100 francs par kilo, nous allons prendre parce que nous on a le dos contre le mur. C'est une opportunité que nous devons humblement saisir, renforcer les capacités de production, donner davantage les moyens aux maïsiculteurs pour qu'ils produisent plus et satisfaire le marché. Nous avons, à l'est, de l'autre côté, ils ont 4,5 millions de tonnes de déficit. Et ils ont des poulets à nourrir, ils ont les hommes à nourrir. Ils ne peuvent rien, ils vont capter. Donc nous allons faire en sorte que nos rendements puissent grimper. Lorsque nous avons un rendement moyen de 1,3 tonne encore dans le pays, non, il faut quitter là. Il faut aller à 3 tonnes, il faut aller à 4 tonnes, comme le demandent les choses. C'est pourquoi nous-mêmes, on s'efforce de changer les techniques de production, d'avoir maintenant une orientation vers les semences hybrides pour que les rendements soient plus élevés et que maintenant le producteur qui produit du maïs puisse gagner. Nous allons peut-être parler du manioc très rapidement. Manioc. Oui. Manioc esculentus. En fait, c'est l'une des productions
qui fait gagner rapidement en matière de productivité. Aujourd'hui, nous produisons plus de 7 millions de tonnes de racines de tubercules et 65% de ces racines de tubercules, c'est le manioc. Le manioc est produit en très grande quantité chez nous, avec des rendements qui déjà oscillent autour de 20-25 tonnes à l'hectare. Ce que nous avons à faire davantage, c'est que comme c'est des racines, ça rentre dans le sol, et c'est en rentrant dans le sol que ça peut se gonfler. Il faut préparer les sols de manière à ce que ça reste meuble au moment de la plantation. Le matériel de plantation de bonne qualité, on doit diviser davantage dans la chaîne de développement des semences, plants et boutures. Ce qu'il y a aussi à faire, c'est fertiliser davantage le manioc. Mais voilà que les intrants agricoles, surtout les engrais, coûtent davantage plus cher. Donc, nous devons beaucoup travailler là-dessus. D'un mot peut-être rapidement, vous aviez un moment sur le karité, le soja, très rapidement. Le soja est une culture qui a... d'un producteur. Le soja est une culture qui a progressé très très rapidement. Et c'est là où vous dites qu'il y a des spéculations qui ont des rendements ou des gains de compétitivité plus élevés que d'autres. Le soja l'a prouvé. Et le marché international a été très demandeur. Il a été demandeur parce que, au fait, le soja produit dans notre environnement, et surtout au Bénin, il y a du soja pratiquement bio. C'est sans traitement phytosanitaire, c'est pratiquement sans engrais chimiques. Et là, le soja a donné. Les prix sont très alléchants. Aujourd'hui, vous n'aurez pas la tonne de soja à moins de 600 000. Oui, surtout que ça entre dans l'alimentation pour le bétail. Ça entre dans l'alimentation humaine, ça entre dans l'alimentation pour le bétail. Et les gens ont besoin de cela pour vraiment produire des aliments infantiles, des aliments pour vieillards également. Donc, notre soja a circulé beaucoup en Asie et partout ailleurs. D'accord. De nombreuses réformes, en tout cas, et parmi ces réformes, il y a celles liées aux lycées agricoles qui créent de petites polémiques. Nous allons écouter, Monsieur le ministre, si vous le permettez, Xavier Noumon, si tu le permets également, nous allons écouter cette question qu'un producteur a bien voulu vous adresser. On regarde. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, moi et peut-être certains autres de mes collègues avons une inquiétude depuis que la réforme des lycées agricoles est lancée. On se demande si c'est une menace ou une opportunité pour nous. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, moi et peut-être certains autres de mes collègues avons une inquiétude depuis que la réforme des lycées agricoles est lancée. On se demande si c'est une menace ou une opportunité pour nous. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, moi et peut-être certains autres de mes collègues avons une inquiétude depuis que la réforme des lycées agricoles est lancée. On se demande si c'est une menace ou une opportunité pour nous. Merci, Monsieur le ministre. Voilà, Monsieur le ministre, opportunité ou menace, cette réforme liée au lycée agricole, désormais on va devoir former. Oui. C'est quand même affligeant de voir un cadre devant un producteur et qui n'est pas capable de lui dire pratiquement c'est ça qu'il faut faire et c'est ce que vous faites. Ne voyez pas que c'est affligeant de voir un cadre dire oui, ça dépend, et nous voyons ceci. Non. C'est parce qu'il manque de pratique concrète au moment où le gars recevait la formation. C'est ce qu'on veut corriger au moins au niveau des cadres d'appui à la production pour faire d'eux des exploitants d'abord agricoles, capables d'aller s'installer à leur propre compte ou bien de faire des prestations dans les entreprises privées ou dans les entreprises d'État, mais de manière professionnelle. La réforme au niveau de l'enseignement technique agricole, c'est faire en sorte que l'apprenant soit au contact de la réalité aujourd'hui d'une agriculture moderne, avec les outils modernes, et qu'il puisse appréhender ce qui est bon, ce qui est rentable
et ce qu'il faut tout de suite conseiller aux gens et non de l'approximation de l'imagination. Nous nous préparons à former les formateurs. Et ces formateurs maintenant vont rentrer dans les lycées avec de nouveaux curricula de formation. Les apprenants savent à quoi ils doivent s'attendre. Au lieu de s'accler avec la roue, ils vont monter sur les motoculteurs, les tracteurs, autres, pour faire une agriculture mécanisée. Justement, ils vont là, faire un élevage professionnel. Là, vous faites le lien. Vous faites le lien avec la professionnalisation du secteur, la modernisation, ce vaste chantier qui, vous avez prononcé le mot, mécanisation. Oui. Alors, quels sont les leviers de ce vaste Big Bang qui s'opère dans le secteur? La modernisation de notre agriculture passe d'abord par la mise à disposition de semences de bonne qualité. Ce qui se fait dans un dispositif très huilé selon les filières. 2. La mécanisation de l'agriculture pour réduire la pénibilité du travail. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place 650 kits de tracteurs et 150 kits de motoculteurs. Au fait, c'est des équipements entiers pour beaucoup d'opérations qui ne sont plus seulement, qui n'étaient pas contre ceux de labourer le champ et de garer le tracteur, mais de semer, de pulvériser, de ramasser, de faire beaucoup d'opérations, de récolter et de mettre en bord certaines choses. Nous avons la mécanisation dans l'élevage, nous avons la mécanisation dans la distribution d'aliments, de poissons. C'est cela d'abord. Deuxièmement, la maîtrise de l'eau. L'irrigation, la petite irrigation. Des kits d'irrigation sont en train d'être déployés aujourd'hui sur le terrain pour aider les gens à régler la question des déficits hydriques que les cultures sentent pour ne pas pouvoir donner. Et pour ceux qui ont les moyens d'aller vers le top de la technologie, donc une irrigation goutte à goutte, ça aussi c'est déployé aujourd'hui pour démystifier les gens. Nous irons au déploiement des serres et autres là. La digitalisation dans l'agriculture, c'est tout nouveau. En fait, la collecte des données, ça ne se fait plus avec un manuel à la main pour faire le tour. Tout le secteur se digitalise. Hein? Oui, il le faut nécessairement pour réduire les risques de fraude massive, les risques de corruption aussi dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, on peut commander son intrant et payer à distance et obtenir le produit. Ça nous amène vers de gros investissements. Les processus, les mécanismes de financement Bien entendu, l'État a choisi de subventionner ces équipements-là. De 18-20 millions, le kit, on le place à 10 millions, moitié prix. Et là, les paysans prennent ça comme de petits pains. L'année qui est en cours, nous sommes en train déjà d'élaborer et de valider le plan triennal d'acquisition des équipements par la SONAMA qui nous permettra d'avoir jusqu'à 1500 kits qu'on va déployer. Mais ce qui est important ici en matière de mécanisation, c'est qu'on a formé des mécaniciens, 36 mécaniciens dans le pays qui peuvent maintenant offrir des services de prestation de très bonne facture. Nous avons formé plus de 800 conducteurs de tracteurs de 2 gradients donnés pour couvrir un peu les besoins de ceux qui viennent acquérir les tracteurs aujourd'hui. Et nous faisons un tracking même de tous ces enjeux-là pour savoir les heures de travail et éventuellement si cela est au repos, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir les dépanner le plus rapidement possible. Sur je vais dire le fameux fonds FNDA, la date d'aujourd'hui, combien de bénéficiaires on a eu? Est-ce que voilà, l'engouement tient toujours? L'État a mis en place des garanties, 50% de garanties. L'État a mis en place des ressources pour le refinancement au niveau des structures de microfinance. L'État a mis en place tout ce qu'il devait faire, mais les banquiers estiment que prendre encore à charge 50% de garantie, c'est beaucoup pour eux. Nous sommes en train de discuter pour que ces contraintes-là soient levées. Sinon, au jour d'aujourd'hui, 191 promoteurs ont été accompagnés pour obtenir des crédits. Nous avons déjà mis en place près de 15 milliards de crédits au niveau de FNDA. 45 autres promoteurs sont soumis à 4 instituts de microfinance et ont bénéficié de bonifications de crédit. C'est-à-dire que vous pouvez acheter, si c'est des équipements, au lieu d'aller à un taux de 9%, vous sortez avec un taux zéro. Et ça, l'État a fait. Et 6 institutions financières ont bénéficié de refinancement pour un montant cumulé de plus de 2 milliards de francs. Bref, l'affaire prend à petit feu. Nos réformes aussi dans le secteur ont donné quand même un certain nombre de résultats. En l'occurrence, la territorialisation de l'agriculture pour l'accompagnement des producteurs,
le contrôle exercé par les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, dans les fonctions régaliennes. Et je crois que ces choses ont marché. Le financement se diversifie aujourd'hui. Et je crois que les mesures fiscales et non fiscales aujourd'hui mises en place ont permis vraiment d'avoir une attractivité meilleure. En fait, quand vous avez des équipements agricoles que vous menez dans le pays, on vous exonère de toutes taxes et vous pouvez les installer. Nous faisons un appel à tous les agro-industriels pour qu'ils viennent s'installer davantage au Bénin. La zone économique spéciale que nous avons ici à Glogibé en est un exemple. Rapidement, nous avons rien que pour le cajou, des gens qui se sont déjà engagés pour installer une capacité de 30 000 tonnes, mais ils iront jusqu'à 110 000 tonnes de cajou à transformer. Nous avons besoin beaucoup d'autres pour le faire. Juste cette question de financement, vous avez évoqué les difficultés qu'il y a au niveau des banques primaires. Alors, qu'est-ce qui empêche l'État, par exemple, d'explorer l'éventualité d'une banque agricole, par exemple? Une banque, c'est pas ça qui est nécessaire, mais c'est les mécanismes de financement sûrs qui devaient permettre vraiment de sortir même les gens de l'informel, les amener dans le secteur formel. On ne saurait, Xavier Lomont, parler de l'agriculture sans évoquer ce gros effort fait par le gouvernement il y a quelques jours, ce gros effort pour stabiliser un peu les prix de cession d'intrants et d'engrais. Monsieur le ministre. Oui, nous avons eu la chance de gagner les intrants à bonne date et puis de voir des acteurs agricoles, des acteurs de la transformation accepter de perdre une partie de leurs privilèges, de leurs bénéfices au profit des producteurs. Cela est très bien et l'État n'a fait qu'accompagner en renonçant à ce qu'il devait percevoir sur ces divers produits, surtout le coton, pour que les filières gagnent. Pour sortir de ce débat, qu'est-ce qui nous attend pour Ce qui nous attend, c'est que la flambée des prix des intrants et les mesures prises par le gouvernement doivent être bien comprises par les populations et chacun doit lutter pour préserver ce sacrifice-là au profit de nos agriculteurs. La deuxième chose, c'est que nous sentons un engouement des industriels à venir au Bénin. Il faut créer le cadre pour que ça vienne. Et c'est justement ce que les nouvelles écoles d'agriculture devaient faire pour proposer des techniciens qui doivent pouvoir travailler avec ceux-là et pouvoir les amener. Nous devons améliorer le taux de mécanisation et davantage assurer une plus grande disponibilité des provandes, des aliments de bétail, des aliments de volaille. Et ça, si nous le faisons, nous allons gagner. Nous allons davantage gagner lorsque nous allons rendre l'eau plus disponible pour les hommes comme pour les animaux qui ne se déplacent pas sur de longues distances avant de pouvoir boire et dans le même temps produire l'aliment de bétail ici sur place. Pour que le paysan et l'éleveur se complètent. C'est le signal fort que je veux lancer cette année pour que les conflits entre agriculteurs et éleveurs cessent. C'est un défi. C'est un défi et nous allons relever ensemble. Très bien. On peut donc dire, au sortir de cet entretien, que le secteur agricole va bien au Bénin. Ça va. Nous avons des gaps à combler. Nos ambitions aujourd'hui restent encore très modestes. Mais tenez, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir 3 millions de tonnes de maïs? Voilà. Rien. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir 14 millions de tonnes de manioc et mettre en place, aider à mettre en place des dispositifs de transformation? Rien. C'est possible. Si le soja marche très bien à 300 000 tonnes, 400 000 tonnes aujourd'hui, et que nous arrivons à produire 700 000 tonnes, où est le mal là? Rien du tout. Donc nous avons beaucoup de gaps à combler. En production halieutique, il nous manque beaucoup de produits. On importe encore de poulets, des poissons chez nous. Donc il faut travailler pour limiter cela. Et on peut le faire. D'ici 2 ans, nous allons travailler pour éviter d'importer de poulets congelés. Et ça aussi, c'est des efforts que nous devons fournir. Mais pourquoi? Le coton, nous sommes encore à 765 000 tonnes. Je voudrais pouvoir signer 1 million de tonnes avant la fin de ce quinquennat. D'ici 2 ans pour l'importation. Là, vous prenez date? Je prends date. D'accord. Ce débat qui allait très vite, le ministre semble être, je dirais, possédé par cette ambition noble. On sent l'homme de terrain, c'est allé très vite. Merci, monsieur le ministre, pour votre disponibilité. Merci Xavier Lomont. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve sur d'autres plateaux, toujours pour parler de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.